Tu es vraiment une des artistes les plus, je dirais, honorées de Montréal. Oh, Ouais, ouais. Je pense pas, mais merci, ça me touche. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de DNA Discover New Artists Podcast. C'est l'émission où vous découvrez des artistes talentueux de Montréal. Et aujourd'hui, vous allez découvrir une artiste pour qui l'art ne se limite pas seulement à une expression artistique, mais sert aussi d'outil de guérison et de véhicule pour rassembler les gens et créer un esprit de communauté. Et oui, nous parlons effectivement de Niti Marcel Muet. Vous allez découvrir durant les prochaines minutes ce qui l'inspire, la passionne et fait d'elle une artiste à découvrir. Salut, merci Salut. pour l'invitation. Non, mais c'est avec immense plaisir. Je suis vraiment une fan. Et je comprends bien, tu es une artiste interdisciplinaire et une médiatrice culturelle. Je suis vraiment curieuse par rapport à ce terme. C'est quoi exactement une médiatrice culturelle? Une médiatrice culturelle, au fond, c'est une personne qui va un peu faire le pont ou le lien entre les arts et la communauté. Donc, un peu de rendre ça accessible. En termes de profession, on te découvre comme étant une designer graphique, une illustratrice, une directrice artistique et une thérapeute en art. Je dois t'avouer, je n'ai jamais fait de la thérapie en art. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Absolument. Je suis plus, je dirais, une praticienne en art-thérapie. Avec le diplôme que j'ai, je peux pratiquer l'art-thérapie, mais je suis pas comme thérapeute. Tu sais, j'ai pas suivi, malgré qu'il y a de la psychologie inclus dans le cours, je suis pas comme une psychologue ou une thérapeute. C'est plus d'utiliser l'art comme moyen de thérapie ou comme effet thérapeutique. Donc, au fond, c'est quand même assez différent de la thérapie traditionnelle où ce que c'est pas un contexte où ce que tu viens là en mode genre tu parles de tes problèmes puis on trouve des solutions ou on explore un peu d'où ça vient, etc. C'est plus l'acte de créer. On voit dans plusieurs études permettre à certaines personnes justement d'avoir moins de stress, avoir moins d'anxiété, avoir moins de douleurs physiques aussi des fois, être juste moins mélangé. Même pour les étudiants, c'est quelque chose qui aide beaucoup, même pour les personnes âgées par rapport aux douleurs qui sont par exemple dans leurs joints. Tu sais, il y a plein de bénéfices que l'art-thérapie a sans être une forme de thérapie où ce qu'on se sent comme mettons, obligé de vraiment communiquer nos problèmes. Ça se passe plus à l'intérieur, parce qu'à travers l'art, tu vas exprimer, en fait, ce que tu as besoin d'exprimer, puis ça va te libérer, puis te permettre de sentir mieux. Non, je comprends tout à fait. Je sais aussi, selon les études, les femmes sont plus portées à faire de la thérapie genre traditionnelle où on bavarde, comparé aux hommes, surtout les jeunes hommes. Il y a d'autres moyens qui sont un peu plus, je dirais, efficaces pour eux. Est-ce que tu penses que la thérapie en art serait quelque chose à prioriser pour les hommes ou les jeunes hommes, par exemple? Ça pourrait. Je pense que vu que justement, parce que c'est pas une thérapie qui est traditionnelle, il y a comme un peu moins le stigma aussi, où ce que justement tu vas là, puis tu sais, comme par exemple les ateliers que je donne, ça n'a pas nécessairement le nom d'art-thérapie, mais c'est un peu ce qu'on fait, puis à travers le fait, comme je disais, de créer, c'est ça qui t'aide. Puis je pense que les gens s'en rendent même pas compte, dans le sens où comme pour eux, c'est le fun qui est de faire une activité artistique, mais ça va plus loin que ça crée aussi des bienfaits pour toi. Fait que je pense absolument, tu sais, comme justement, je travaille beaucoup avec des jeunes, puis je trouve une très belle manière de pouvoir rendre ça plus accessible. Surtout justement aux jeunes hommes, parce que dans un sens, ils s'en rendent même pas compte qu'ils font un peu de la thérapie. C'est vrai, c'est quand même, même si ça devient de plus en plus commun, à ce que les gens non seulement fassent la thérapie, mais aussi en discutent ou mentionnent dans la conversation avec leurs amis. Je sais que pour les hommes, c'est toujours un peu plus tabou. Donc, la thérapie en art, ou à travers l'art, c'est vraiment une façon qui serait un peu plus accessible pour certaines personnes. Puis, tu sais, moi, je suis artiste visuelle, mais tu sais, la thérapie aussi à travers la musique. Tu sais, je veux dire, c'est toutes les formes d'art. Tu sais, il y a des gens qui sont plus à l'aise dans le théâtre ou je pense que c'est une belle option à explorer, dépendamment des intérêts des gens, mais comme c'est pour montrer aussi qu'il y a d'autres options et que c'est pas obligé
d'être dans un contexte c'est un peu strict, si on peut dire. Oui, non, je comprends. Ben, vraiment, dans tout ton portfolio ou toutes les informations que j'ai pu lire sur ton art ou ton approche sur l'art, il y a des thèmes qui reviennent souvent, des thèmes que tu priorises comme l'amour et l'acceptation de soi, des autres, la tendresse, la compassion, la vulnérabilité, le partage, l'authenticité. Et aussi, surtout, l'idée de communauté. Est-ce que tu pourrais me dire un peu pourquoi est-ce que ce sont des thèmes sur lesquels toi tu reviens souvent? Je pense que c'est des thèmes que j'aime explorer parce que c'est des thèmes qui m'ont vraiment marqué, je pense, à travers ma vie puis mon évolution. Je pense qu'en grandissant, j'étais le genre de personne qui était très comme renfermée, j'étais très, tu sais, dans mon coin, j'étais très gênée, j'avais pas beaucoup d'amis, j'ai vécu vraiment comme des périodes difficiles à travers ma jeunesse, qui a causé vraiment comme, très par moi-même. Puis ça a vraiment affecté évidemment mon mental. Puis à travers les années où j'ai été plus dans l'art, où j'ai été plus dans les communautés qui étaient plus ouvertes ou créatives, j'ai vraiment comme découvert le besoin, justement pour moi, de connecter avec les autres, de m'exprimer à travers l'art, de créer des relations significatives. Donc ça m'a vraiment aidé, je pense, à juste mieux me sentir dans ma peau, mieux me sentir aussi avec les autres. Donc c'est des thèmes que j'aime explorer parce que je sens que comme il y a vraiment un pouvoir à travers ces valeurs-là, de faire sentir les gens comme chez eux, puis sentir qu'ils sont acceptés, qu'ils ont de la valeur, qu'ils ont une communauté qui les aime, puis que c'est important de s'aimer. Oui. Oui, et j'ai remarqué que quand on pense à un artiste, on pense très souvent à des gens qui travaillent de façon solitaire, mais pour toi, dans ton parcours, ça a été beaucoup de travail collectif où tu invites des gens à se mettre ensemble pour travailler sur un projet. Donc c'est vrai, on voit l'esprit de communauté à travers l'art. Passer un message, c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué dans ton art parce que il y a des conversations qui sont illustrées, qui passent toujours un message à travers les dessins. Mais je dirais que le plus grand message, je dis grand de façon littérale, c'était le fresque sur lequel tu avais participé en 2021. Mais pas participé, tu étais la directrice artistique et c'était pour le Black Lives Matter, donc la vie des Noirs compte. C'était un fresque qui se trouvait sur la rue Sainte-Catherine. Exactement. Donc comment est-ce que cette idée t'était venue de faire ce fresque et ça a quand même eu beaucoup d'impact sur Montréal et sur ta carrière aussi. Donc au fond, ce projet-là il a été initié par la Fondation Dynasty. J'ai travaillé avec Never Was Average qui était dans le temps un collectif d'artistes, de production, de projets artistiques à Montréal. Donc on a créé cette fresque-là ensemble. On a invité d'une façon vraiment organique plus d'une centaine de personnes à nous aider à travailler sur cette fresque-là. Donc, c'est vraiment comme un moment fort parce que non seulement avec tout ce qui se passait, mais d'avoir aussi de la collaboration volontaire d'autant de citoyens pour créer ce projet-là, ça a vraiment, comme tu dis, eu vraiment comme un gros impact, autant sur les gens qui ont contribué que les gens qui l'ont vu puis qui l'ont consulté. Un impact aussi qui a été super positif, super encourageant, mais des fois un peu moins. Parce qu'il y avait des gens, mettons, qui passaient dans la rue puis qui disaient des trucs un peu dénigrants ou même des personnes de la communauté qui disaient que ça servait à rien, en fait, que ça allait pas changer. Ce que je peux comprendre, tu sais, je veux dire, il y a une grande frustration par rapport au fait qu'il y a du racisme systémique puis que le gouvernement, tu sais, le nie. Donc, c'est sûr qu'on peut pas changer le monde du jour au lendemain, puis je pense qu'on est très bien conscient en faisant ce projet-là, mais pour moi, puis je pense que pour plusieurs autres personnes, c'est de croire qu'en faisant justement plein de petits projets ou plein de collaborations, plein de choses qui rassemblent la communauté, qui nous permettent d'avoir des discussions, permettent de changer les mentalités, c'est ce qui à la longue va permettre un changement. Donc pour moi c'est important, peu importe les commentaires, whatever, à la base quand je fais quelque chose, je le fais dans cette mentalité-là où ce que je sais qu'à la longue, comme ça va avoir un impact
que ce soit bon ou mauvais, tu sais, je veux dire, l'important c'est qu'on en parle. Exact, Donc, oui. Ouais. C'est ça, c'est vrai, je suis entièrement d'accord. Il y a des gens qui ils ont une façon de voir le changement, alors que le changement aussi, ça commence par la conversation. Et ça, c'est un projet qui a vraiment fait beaucoup de buzz, et je suis sûre que ça a permis de créer des conversations chez les gens, dans leur famille. Et à ce moment-là, c'est surtout en parlant qu'on peut commencer à changer les idées. C'est ça. Donc, planter une graine. C'est ça qui va mûrir. Oui, exact. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à utiliser le mot activiste pour parler de toi? Parce que je trouve que c'est un mot qui revient souvent, alors que je dirais pas que ton art en général, c'est vraiment genre... Non, c'est ça. Ouais. C'est quelque chose que j'ai toujours eu un peu de misère à comme accepter. Je pense que depuis longtemps, je pense depuis 2016, qu'on m'associe un peu à ce mot-là, puis j'ai pas l'impression de tant être une activiste, honnêtement. Pas que je le suis pas, je pense qu'à travers mes projets, mes actions, il y a beaucoup de choses que je fais qui sont de nature activiste, mais j'aime pas tant m'identifier comme telle. Parce que pour moi, c'est ça, je fais juste ce que j'aime. Oui. Puis ce qui me tient à cœur. Oui. Puis ça donne que faire ça, ben ça passe un message, ça touche des gens, ça crée des conversations, etc. Tant mieux. Oui. Mais je pense que si j'étais vraiment plus activiste, je pense que ça aurait encore plus peut-être d'impact. Ça serait une bonne chose aussi, mais je pense qu'il y a comme vraiment une responsabilité qui vient avec ce mot-là. Oui. Puis moi, j'aime juste faire les choses pour comme faire les choses. Comme je suis le genre de personne qui a un peu du mal avec la responsabilité ou une autorité quelconque. Comme pour moi, qu'on puisse juger mon travail par rapport au fait que je suis activiste, comme j'aurais de la misère, comme je me sentirais comme un peu imposteur. Oui, je comprends. Pour moi, je suis une artiste qui fait des choses qui lui tiennent à cœur, qui parle de choses qui lui tiennent à cœur, qui veut voir un changement dans la société. Je veux dire, peut-être que ça l'est, tu sais, peut-être que ce que je dis, ça se relie un peu à être une activiste, mais pour moi, comme, je me considère comme une artiste avant tout, une artiste engagée. Oui, ouais, engagée, c'est ça. Engagée? Oui, pour moi, ça a plus de sens de dire que je suis engagée. Ouais. Je pense, bon, ma petite théorie dans tout ça, c'est si par exemple on parle des cheveux, le fait que toi et moi en ce moment on porte des cheveux qu'on appellerait des locks, ils sont différents mais c'est quand même des locks. Juste le fait de porter des locks, c'est considéré comme étant un symbole anti-establishment, qu'on est en train d'aller au contre-courant et on fait un genre de statement, je dirais, alors que pour nous c'est juste nos cheveux, c'est juste quelque chose qu'on préfère ou qu'on trouve plus naturel sur nous et on veut simplement s'affirmer dans son identité et les autres personnes ils vont voir ça, ils vont dire waouh, ça c'est elle est tellement brave, ou elle est tellement... Ouais, je comprends totalement ce que tu veux dire. Puis je pense que c'est ça un peu le problème dans le sens où que je pense que parce qu'on est dans la société dans laquelle on vit, ce qu'on fait est considéré comme activiste ou comme brave ou comme courageux. Mais puis ça l'est dans un sens parce que c'est vrai que en tant que femme noire, porter ses cheveux naturels, c'est quand même, I guess, un acte de courage ou d'activiste parce que veut pas que les gens, la société veulent pas qu'on s'affirme dans notre identité, ils veulent pas qu'on soit confiante dans ce qu'on est, fait que veut pas, dans un sens, je peux comprendre que l'acte en tant que tel l'est, mais c'est juste dans un sens parce qu'on est ici dans une société où ce qu'on promouvoit, c'est la blancheur, c'est les cheveux lisses, nos standards sont différents de beauté ici, puis d'avoir évolué dans une société où ce qu'on te dit que tes cheveux naturels, c'est pas professionnel, c'est pas beau, peu importe ce qu'on dit. Justement, si on était, tu sais, comme quand j'allais au Cameroun, tu sais, pour moi, genre, c'était le contraire, genre, de porter mes cheveux naturels, c'est comme un choc. Wow. Parce que là-bas, tout le monde porte, genre, tu sais, des cheveux lisses, des perruques et tout. Pour eux, c'est comme, waouh, genre, t'assumes tes cheveux, genre, ils sont même pas faits. Mais comme les cheveux étaient faits, tu sais, c'est comme, c'est ça le double standard, où c'est comme, dépendamment, ton identité, comme, change dépendamment de la société où ce que t'es, puis que t'évolues. Puis nous, parce qu'on évolue ici, I guess que on fait de l'activisme, peu importe, là, on est courageuse, mais comme, je me dis que si on aurait été dans un environnement où, comme, tu sais, la plupart des gens te ressemblent ou la plupart des gens t'acceptent, mais comme tu dis, ça serait juste naturel, comme on serait juste nous, comme on n'aurait pas besoin d'avoir à défendre nos choix, défendre notre coiffure, tu sais, c'est quoi ça? Oui, on passerait un peu même inaperçu, je dirais, ce serait normal. Exactement. Je peux dire quand même que ça aide à
à te faire remarquer en tant qu'artiste, même si c'est pas quelque chose que tu avais comme intention, c'est pas intentionnel pour toi de te démarquer, tu ne fais que ce qui est authentique pour toi, à cause de la société dans laquelle on vit et du fait qu'il y a beaucoup plus d'art, il n'y a pas assez de représentation dans l'art, mais à ce moment-là, tu représentes quelque chose de différent et ben, j'espère que ça va inspirer d'autres personnes jusqu'à ce que ça devienne un peu plus normal, quoi. Hein? Ouais. Parce que c'est ça, ça devrait l'être. Ça devrait l'être, ouais, c'est ça. Absolument. Ben, tu as parlé du fait que tu as été au Cameroun. Donc, si je comprends bien, tu es d'origine camerounienne ainsi qu'haïtienne. Tu as déjà été dans les deux pays? Malheureusement, pas encore en Haïti. J'aimerais beaucoup. Mais malheureusement, bon, à cause de... Ben, c'est ça, il y a... Moi, j'ai eu la chance, je dirais, d'avoir vécu là-bas parce que j'ai grandi là-bas. Et j'ai eu aussi encore la chance de retourner, mais parce que j'avais un peu cette aisance et cette accessibilité. Et j'ai remarqué que c'est très commun dans la communauté haïtienne, en dehors d'Haïti, d'avoir cette peur. Et c'est une peur qui peut être justifiée parce que quand même, le niveau de sécurité qu'il y avait en Haïti dans les années 70-80, ça a diminué de plus en plus. Ouais, mais vraiment, je pense que aller dans le pays de tes parents ou tes grands-parents, ça t'aide quand même à comprendre un peu plus ton identité, à te ressourcer d'une certaine façon. Mais puisque tu n'as pas été en Haïti, moi j'ai jamais été au Cameroun. Est-ce que tu peux me parler de comment tu as trouvé la société là-bas et comment surtout ton côté camerounien a impacté ta vie? Est-ce que tes parents t'ont encouragé dans ta décision de devenir un artiste à temps plein ou au contraire c'était plus kiff-kiff? Ben, le Cameroun, j'ai vraiment adoré. Comme dès que j'ai atterri là, t'as comme cette sensation-là de te sentir à la maison. Genre, tout le monde te ressemble. Ça, c'est vraiment bizarre. J'ai jamais été dans un contexte où ce que tout le monde me ressemblait, genre. Je me sentais pas différente, je me sentais pas une femme, je me sentais... Tu sais, c'est comme si, comme je disais tantôt, ton identité change dépendamment de ce que tu es. Ici, je m'identifie beaucoup comme ces femmes noires, neurodivergentes. Tu sais, je me définis beaucoup par la guise de ce que j'ai l'air parce que clairement, j'ai pas l'air de la plupart des gens de la société. Mais là-bas, je me sentais juste comme un humain, genre. Tu sais, comme, c'est vraiment comme un sentiment qui donne beaucoup de réconfort, je trouve, de se sentir comme ça. Et donc, est-ce que tes parents, ils t'avaient encouragé parce que ça fait longtemps que tu fais de l'art? Non, c'est ça. Ben, tu sais, je pense que pour eux, au début, c'était vraiment plus comme un hobby. Tu sais, ils voyaient me faire ça comme un passe-temps, ils voyaient que j'étais bonne, puis tu sais, c'est cute et tout. Mais quand c'était temps d'aller au cégep, puis tu sais, de comme vraiment choisir mon domaine d'études. Docteur. Non, bon, ils savaient que j'avais pas les notes pour, heureusement. J'avais pas cette pression. Si tu fais des dessins, c'est la même chose. Mais tu sais, je pense qu'il y avait vraiment des attentes, surtout du côté de ma mère, que j'allais peut-être dans un domaine de la santé, peut-être même infirmière, travail social. C'était vraiment comme ça, c'est deux carrières qu'elle voyait pour moi, peut-être. J'avais fait, dans ce temps-là, un stage en travail social, puis un en graphisme, parce que je voulais essayer comme quelque chose qui actuellement me tentait. Oui. Puis, tu sais, le travail social, c'est vraiment chill. Tu sais, j'ai aimé ça, mais je sentais pas que c'est comme ma passion, tu sais. C'est juste quelque chose que j'aurais fait pour faire plaisir. Tandis que, comme, clairement, le graphisme ou quelque chose de plus artistique, ben, c'est vraiment ce qui m'appelait. Puis j'ai communiqué à ma mère, parce que ça, j'ai vécu la plupart de ma vie avec ma mère, avec ma sœur. Mon père, dans le temps, était pas tant présent, mais à ce moment-là, on avait eu une conversation qui m'avait dit, tu sais, t'as pas besoin de suivre les exemples de la famille ou de suivre les stéréotypes de la communauté, genre, tu peux juste suivre ton cœur puis faire ce que ça tente de faire. Puis il m'avait vraiment comme découragée de suivre les stéréotypes puis de faire ce que j'ai envie de faire. Puis c'est comme ça que j'ai décidé d'aller étudier en graphisme, puis j'ai comme affirmé à ma mère que c'était vraiment ce que je voulais. T'es pas tant partante, là, honnêtement, mais je pense que comme elle a vraiment vu que c'était ce qui me plaisait, puis comme tu sais, elle s'est dit au pire si ça fonctionne pas, tu iras étudier autre chose. Finalement, j'ai pu étudier autre chose parce que ça fonctionne. C'est ça fonctionne. Je trouve ça vraiment très intéressant. Une autre chose que sur lequel tu mentionnes assez souvent, c'est ta neurodivergence. Donc, en termes de neurodivergence, est-ce que tu as ressenti de la difficulté dans ton parcours? Je sais que ça peut créer des difficultés dans toutes sortes de choses dans la vie, mais je suis plus intéressée dans ton parcours. Est-ce que tu trouves plutôt que... En fait, non, ça m'a aidé
Ouais. Je pense que c'est un peu des deux. Je pense que ça m'a beaucoup aidé du fait que comme ça me rend super focus quand je commence un projet ou des choses, genre je viens comme super comme obsédée là des fois là. Ouais. Je suis vraiment comme en plein dans ce que je crée puis je suis passionnée. Je pense que ça m'a rendu vraiment comme clairement talentueuse aussi. Ça fait en sorte que je fais les choses pour bien faire. Je fais pas juste, tu sais, je veux dire, tout le monde a des hobbies, c'est le fun, mais comme ça pour moi c'est plus qu'un hobby là. C'est vraiment, je pense, ça m'a permis de développer mes capacités. Fait que je pense que dans cet aspect-là, ça m'a aidé. Je pense que là où ça a été un défi puis que ça l'est encore, c'est vraiment plus dans la communication, de créer des liens avec les gens, de se faire comprendre. C'est surtout quand j'étais jeune, tu sais, je le comprenais pas, puis je savais, la plupart de ma vie, je savais pas pourquoi j'étais comme ça ou j'agissais d'une telle façon, puis comme je réagissais de certaine façon à certaines choses. Fait que je pensais, comme la plupart de ma vie, que j'avais tu sais, vraiment comme un problème, genre, tu sais, comme que le fait que j'arrivais pas à me faire des amis ou de créer des relations, c'était comme est-ce que j'étais bizarre ou tu sais, je veux dire littéralement les gens me le disaient aussi là, je disais qu'est-ce que je l'étais, mais comme de comprendre pourquoi puis d'où ça vient, je trouve que ça me met plus en paix aussi avec moi-même. Ouais. Ça me permet aussi plus de m'assumer. Mais ça a définitivement été un défi parce que, comme je disais tantôt, les gens prennent pour acquis parce que je suis artiste ou ils me voient faire des projets, des ateliers, des entrevues, ils pensent que comme je suis comme super confiante puis comme je suis quelqu'un qui est comme c'est extraverti puis des fois j'arrive je sais pas, dans une place puis je suis juste comme la personne awkward qui parle pas puis what the fuck. Puis genre, tu sais, les gens pensent que genre je suis hautaine parce que comme un peu rude parce que je parle pas beaucoup, tu sais, ils me voient dans mon coin. Mais pour eux, comme tout de suite, ils associent ça comme cette fille, comme elle veut pas nous parler, I guess, parce que c'est une artiste, c'est pas mais comme, je suis en train de fight for my life, genre, comme juste d'être là, je suis tellement, genre, je sais pas quoi dire, comme les gens savent pas à quel point, genre, au fond, j'ai juste rien à dire, je suis juste là, genre. Oh non. Je trouve ça, c'est intéressant, mais anyway, j'ai appris à plus comme, Te connaître oui, et reconnaître ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir avec c'est toi. ça. Ouais. C'est la perception, puis souvent c'est juste la projection, comme de l'insécurité, comme si je fais rien de mal, pourquoi je devrais me sentir mal, tu sais, juste comme. Oui, ouais. Mais c'est clair que dans la société, on s'attend à certaines attitudes. Et moi, personnellement, je sais que quand je suis dans un groupe, je ne vais pas être celle qui parle beaucoup. Au contraire, je vais penser que ce que j'ai à dire n'est pas super intéressant. Et je vois d'autres personnes qui parlent, ils sont les plus bruyants dans le groupe. Mais quand tu prêtes attention à ce qu'ils disent, ils disent pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc, ouais, c'est très facile de se mettre dans la tête, de se dire, oh my god, je suis tellement awkward, mais c'est quand même extrêmement encourageant pour les gens qui s'associent à la communauté neurodivergente de se dire, ouais, mais quand même, je peux être une artiste qui a beaucoup de succès. Facilement. Ouais, et ça ne va pas m'arrêter, ça ne va pas changer les opportunités qui vont venir vers moi. Donc, ça, c'est important de croire en soi. Je pense que comme la confiance en moi que j'ai développée, c'est vraiment ce qui m'a aidé là, à comme braver ces défis-là, mais à juste comme réussir en général. Comme je pense que si on reste trop pris dans notre tête ou dans cette peur d'être perçu comme ça nous freine justement notre meilleure version de nous-mêmes. Fait que c'est sûr que ça prend du temps là à déconstruire, puis si je comprends, c'est des choses qui nous sont imposées, mais comme de croire en soi, ça fait beaucoup de bien. Puis ben, j'avais une question, je pense que tu as répondu, mais je vais quand même la poser. Donc, si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui nous écoute, ou toi-même, en tant plus jeune, vraiment au tout début de tes démarches artistiques, quel conseil que tu donnerais aux auditeurs? Bonne question. Je pense, c'est ce que je dirais à ma jeune version ou à des personnes, en général, pour que ce soit même pas juste dans le domaine de l'art, c'est que ça va sonner bizarre, mais comme rien n'est vrai, dans le sens où comme tu peux faire ce que tu veux. Toutes les règles, tout qui se passe dans ta tête, comme les choses que tu penses qui t'empêchent de faire des choses, c'est pas réel. Tu vois ce que je veux dire? Comme je pense qu'une fois que j'ai comme brisé cette mentalité-là, c'est là que j'ai commencé à pouvoir faire ce que je veux puis être vraiment comme
successful parce que genre, je pense qu'on aura toujours des excuses pour faire ou ne pas faire quelque chose, mais ces excuses-là, c'est pas concret dans le sens où comme, qui va t'empêcher, comme, tu sais, je veux dire, oui, des fois, il y a des vraies contraintes, là, mais comme la plupart du temps, c'est vraiment nous-mêmes qu'on s'empêche de faire des choses, genre, comme. Ouais. Fait que, tu sais, quand j'entends des jeunes artistes me dire, ah, tu sais, j'ai peur de faire telle affaire parce que mes parents vont pas être down. Mais tes parents seront pas down, mais tu vas survivre. Oui. Puis ça va peut-être te permettre de t'épanouir d'une façon que tu n'aurais jamais pensé. Oui. Faut juste le faire. Faut juste le faire. Faut vivre juste avec les penser. conséquences. Ouais. Vivre avec les conséquences. Mais moi, je suis entièrement d'accord. Je trouve que c'est des choses que je n'ai pas fait parce que j'ai laissé la peur m'emporter ou l'opinion des autres. Ce sont les choses que j'ai le plus regretté dans toute ma vie. Donc, ouais, je suis entièrement d'accord. C'est un très bon conseil. Excellent conseil, merci. Mais, ok, si on voulait, si nos auditeurs, ils voulaient avoir plus d'informations sur toi, où est-ce qu'ils peuvent voir ou te suivre, où est-ce qu'ils peuvent te trouver sur les médias sociaux et tout. Donc, c'est juste mon nom. Oui. Donc, techniquement, si on tape mon nom sur Google, on peut juste tout trouver. Oui. Je trouve la manière la plus simple. Mais Instagram, c'est là où je poste le plus souvent. Parce que c'est possible de voir mes projets, etc. Mon site web aussi. Mais je reste surtout Instagram, ouais. D'accord. Et y a-t-il d'autres artistes à Montréal que tu penses qu'il serait bien qu'on cherche à découvrir aussi? Absolument. Il y en a plein, oh my god. J'aime beaucoup Kazna parce que c'est on fait un travail qui est comme un peu similaire. Tout ce qui est en termes de représentativité, c'est une femme noire aussi, c'est une illustratrice. C'est coloré ce qu'elle fait, donc j'aime son message puis ce qu'elle écrit. J'aime aussi beaucoup le travail de Isadora, qui est une graphiste brésilienne, une femme queer à Montréal. Je travaille avec elle, puis j'ai vraiment aimé non seulement ce qu'elle fait, mais sa personnalité. Tu sais, je pourrais dire tellement de gens, mais j'ai comme une liste de comme plein de, tu sais, je veux dire, je parle tellement d'artistes aussi, genre, je pense que c'est important de se soutenir en tant que communauté à Montréal, puis aussi de, tu sais, quand j'ai des opportunités puis que je peux pas, je les réfère justement à d'autres artistes que je connais, fait que c'est important pour moi de comme se soutenir, puis se soutenir et s'aider. Ouais, c'est très important d'avoir cette collaboration, mais aussi ce désir de voir les autres avoir. Oui, c'est ça. Ouais. Absolument. Ouais, j'ai vraiment pas comme. Je pense que malgré qu'il y a comme cette grosse belle communauté à Montréal, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont comme un scarcity mindset, tout ce que. Il y a beaucoup on se sent des fois cette compétition, ce qui est comme. Ouais, puis moi, j'essaie de comme. Au contraire, comme. Tu sais, assez d'opportunités pour tout le monde, puis si c'est pas celle-là, ce serait une autre, là. Exact. Comme, ouais, je pense que c'est important. Puis j'aime beaucoup le travail de Michael Sergil aussi, qui est artiste haïtienne à Montréal, une femme noire, qui fait du tissage. J'aime beaucoup les thèmes qu'elle explore. Je veux dire, je pourrais vraiment tellement de gens, tu sais, je peux pas nommer une personne. Avec un peu de chance, j'aurai l'opportunité de découvrir leur DNA. Mais ça a vraiment été un plaisir. Merci beaucoup, Niti. Merci à toi. Je rends une autre discussion. Oui? Oh my god, je suis tellement stressée. Mais ça paraissait pas du tout. Ok, mais merci encore d'être venu sur le podcast Discover New Artists. Et nous avons découvert ton DNA. Oui, merci pour l'invitation. It's a wrap. Nice.